Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Le président du parti FP, Ineza, demande aux dirigeants du pays de cesser de tailler les textes sur mesure. Francis Lohelo le dit après avoir constaté que certaines dispositions du projet de loi électorale récemment adopté par l'Assemblée nationale se contredisent. Dans la rubrique Droits de l'homme, après l'incarcération de la journaliste Sandra Muhoza, certains journalistes burundais s'inquiètent et réclament sa libération. Restez avec nous pour plus de détails. Page environnement pour ouvrir ce journal. Plus de 300 000 Burundais vivant au Burundi ont besoin d'une aide humanitaire suite au changement climatique. Cela ressort d'un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et du système des Nations Unies de ce mardi. Le gouvernement du Burundi appelle ses partenaires à appuyer le pays dans la gestion des risques et catastrophes. Ce communiqué montre que le Burundi fait partie d'un 20 pays au monde les plus vulnérables qui, d'après les prévisions météo, les précipitations attendues jusqu'en mai 2024 seraient au-dessus de la normale. En réaction, le prof Bernard Sindaihebura, expert en aménagement du territoire et environnementaliste, suggère au gouvernement du Burundi de profiter de cette occasion pour déclarer l'état d'urgence et demander plutôt la tenue d'une réunion internationale des experts en environnement. Cette rencontre devrait dégager des actions concrètes à mener, à commencer par des statistiques autour des dégâts localement occasionnés par ce phénomène El Niño suivi. On analyse ce qu'on appelle l'échelle de gravité qui tient compte des dommages matériels et humains qui ont été observés depuis 2021. Donc c'est vraiment tard. Il faut maintenant déclarer, l'État devait décréter la situation d'urgence. Et je remercie aussi également le ministère de l'Intérieur qui a pris l'initiative conjointement avec le système des Nations Unies, avec les éléments que j'ai vus dans le communiqué. Je pense que c'est vraiment déjà un pas. Mais ailleurs, c'est l'État qui doit décréter cet état d'urgence. En fait, il faut le décréter publiquement, le dire, et dans ce cas-là, tous les pays du monde vont venir. Et d'ailleurs, je ne sais pas, beaucoup de gens ne le savaient pas, c'était donc entre le 21 et le 21, je ne me rappelle pas exactement de la date, lorsque l'arc Tanganyika avait monté en 1964, tous les spécialistes du monde, tous les scientifiques et les bailleurs de fonds se sont rencontrés à Bujumbura pendant cette date pour secourir dans la région de Bujumbura. Et j'ai dit dans le message, effectivement, qu'il y a un plan de réponse. Effectivement, c'est pour élaborer un plan de réponse. En général, actuellement, il faut que les spécialistes, donc au niveau national, puissent maintenant identifier tous les biens qui ont été impactés. Et c'est ces informations qui aideront lorsque les bailleurs de fonds vont venir à assister dans les sinistres. Parce que, et puis aussi également, on aimerait aussi également que les spécialistes du monde puissent venir aussi également pour assister à des déprimés, parce qu'il y a des gens qui ont déprimé, qui ont perdu leurs bâtiments, les biens, les espaces agricoles. Mais il est vraiment urgent et nécessaire que les spécialistes burundais dans des ministères sectoriels puissent à chaque jour faire un suivi au quotidien. À titre d'exemple, à l'aéroport de Bujumbura, on a construit la digue. Une fois lorsque la digue va céder, donc l'aéroport pourrait être inondé. C'est possible. Et d'ailleurs, aussi à côté, c'est la montée Mbozi, il y a aussi une digue. Il faut surveiller. Il faut surveiller aussi également suite à la montée progressive du lac Tanganyika pour que l'eau ne puisse pas venir même de l'ouest et d'autres côtés aussi également. Toutes les différentes institutions devraient mobiliser les techniciens pour voir si nous ne pourraient pas être inondés. Comme annoncé dans les titres, la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova, qui travaille pour la radio locale Numbero FM en province Ngozi, est dans la main de la police depuis
samedi, selon les informations provenant de son corps de sécurité, sans précision de lieu de détention. Sa famille et son journal disent ignorer jusqu'ici les motifs de son arrestation, précisant qu'il avait répondu à un appel d'une personnalité qui allait lui demander, lui donner des informations. Et sur ce, certains journalistes burundais s'inquiètent de l'incarcération de leur consoeur journaliste Sandra Muhoza, arrêtée sans respect de la loi. Ceux qui se sont exprimés au micro de la RTI demandent à la justice d'informer à l'opinion nationale et internationale les mobiles de son arrestation. Suivez-le. Nous avons mal accueilli cette mauvaise information que notre confrère Sandra Muhoza a été arrêtée. Jusqu'à maintenant, on ne sait où elle est. Donc c'est très dommage quand un journaliste est appelé par téléphone et est porté disparu comme ça. Cela cause un grand problème parce que notre rôle, c'est d'informer la population burundaise et la population internationale ce qui est bien et ce qui est mauvais, pour que ce qui est bon soit encouragé, pour ce qui est mauvais soit corrigé, pour l'intérêt de la population et l'intérêt international. Nous sommes au proche des élections 2025. Quand on commence à intimider les journalistes pendant cette période, pendant les élections, est-ce que les journalistes vont travailler librement? Est-ce qu'ils vont diffuser des informations correctes et libres? Est-ce qu'il faut faire ce que les instances habilitées, toutes les personnes concernées doivent s'impliquer pour que notre confrère soit libéré et regagne sa famille. Nous avons entendu par le biais, par la voix des hommes, que la journaliste du journal Aligne Renova, Sandra Muhoza, a été arrêtée samedi. Tout à coup, il a été reporté que la journaliste était portée disparue. Mais Dieu merci, nous avons entendu par le biais du porte-parole du ministère de la Sécurité publique que cette journaliste était dans les mains de la police pour question d'enquête. Alors, question d'enquête sur quoi? Jusqu'aujourd'hui, nous ne saurons pas le mobile de cette arrestation. Nous aimerions que Sandra Muhoza, comme l'a plaidé le directeur, soit libérée, qu'elle soit interrogée, étant libre, qu'elle regagne son poste de travail et qu'elle rentre aussi en famille. Nous n'avons pas bien accueilli cette nouvelle qui a par après été alimentée par beaucoup de nouvelles qui ne sont pas bonnes, des rumeurs aussi, comme quoi il aurait été kidnappé ou bien personne ne sait sa source, mais aussi des inquiétudes sur sa santé qui sont fondées même, car jusqu'à maintenant, personne ne sait où est réellement Sandra Muhoza. Même si la police admet qu'elle est dans les mains de la police, bien sûr, c'est une chose inquiétante. C'est ce que nous demandons à la police, de préciser où elle est, mais aussi qu'elle soit jugée dans de bonnes voies. Nous avons le Conseil national de communication, CNC, chargé de suivre de près, de telle sorte. Il faut que le CNC aussi sorte du silence. Nous avons mal accueilli la nouvelle liée à l'arrestation justement de notre consoeur Sandra Muhoza qui travaille en Ngozi. C'est malheureux d'apprendre qu'elle a été appelée par téléphone par quelqu'un qui avait cette habitude de lui fournir l'information, mais un bonjour, il l'appelle, soi-disant qu'il a son programme d'habitude de lui fournir l'information, et voilà, tout bascule, il le transfère en cachot, arrêté dans des circonstances tout à fait floues, et qu'il faudrait en tout cas corriger. Sandra Muhoza a un domicile, elle a une adresse à son lieu de travail. Ce n'est pas par téléphone qu'on devrait procéder à son arrestation. Ça, vraiment, je me dis que c'est contre la loi. Nous ne savons pas les mobiles, jusqu'ici, nous ne savons pas les mobiles de son arrestation. Page politique. À présent, certaines dispositions du projet de loi électorale récemment adopté par l'Assemblée nationale se contredisent, constate le président du parti FP INEDA. Selon Francis Lohero, cela traduit l'intention du pouvoir en place d'écarter les partenaires politiques dans les élections. Francis Lohero a donné comme exemple les articles 42 et 43
43 qui concerne la présence des mandataires sur les bureaux de vote et la signature sur le procès verbal qui sont obligatoires alors que leur absence n'invalide pas les résultats suivis. Je pourrais dire que c'est en quelque sorte une certaine irresponsabilité parce que celui qui prépare les élections, celui qui fait la loi, il devrait s'imaginer que les observateurs, les représentants des partis politiques, ils devraient être là pour confirmer que celui qui a gagné et que ceux qui ont perdu ont effectivement perdu. Ça devrait être un honneur pour celui qui organise ces élections. Alors quand il dit que peuvent ou ne peuvent ne pas être là, ça signifie qu'il n'en a que faire. Dans un autre sens, moi je trouve qu'il devrait imaginer que les choses doivent aller dans le sens de réconforter tout le monde et de prouver qu'une élection a été conformément organisée. C'est comme je venais de le dire, c'est-à-dire que les mandataires politiques devraient être là pour confirmer qu'une élection a été organisée conformément à la loi. Quand le législateur fait fi de ce fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné de ce que peut faire le peuple, alors j'imagine que je ne devrais pas m'exprimer sur ce genre de choses pour l'instant. Tout ce que je fais moi, c'est de préparer les gens qui pourront aller observer les élections, les mandataires. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les partis politiques sont en difficulté. La situation économique au Burundi est assez déplorable. Les gens sont pauvres, c'est-à-dire que pour mandater quelqu'un, vous devez essayer de le prendre en charge. Et donc, je crois que ceux qui sont au pouvoir, ils jouent sur cet état de fait parce qu'ils pensent que les partis politiques n'auront pas assez de mandataires et ils voudront essayer de confirmer une élection qu'ils ont fait d'une certaine manière à leur manière. Alors, je sais la situation qu'on est en train de vivre au Burundi et je sais qu'une élection, elle est suffisante pour que les gens puissent en souffrir ou être heureux. Les gens savent bien que dans une élection, on cherche le pouvoir, on cherche la possibilité d'avoir tout ce qu'on veut. Alors, c'est une raison suffisante pour bafouer peut-être les lois ou autre chose. Donc, pour moi, tout ce que je demande, c'est que les Burundais soient formés. On a constaté à quelques époques qu'il y a des gens qui organisaient des élections à leur manière. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ils se mordent le doigt. Que pensent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Un jour, ils ne seront plus là. Il faut qu'ils sachent que ce pays appartient au peuple burundais et pas à quelques individus près. Je suppose qu'on est là pour continuer, pour travailler, pour que les choses changent aujourd'hui, demain ou un jour. L'arrêt des travaux de la réhabilitation de la route RN3 est dû à une incompréhension des documents sur l'interprétation des documents signés entre la société SOGEA Satom et l'administration. Le directeur général de l'agence routière du Burundi, Constantin Bigirimana, explique que cette société devrait présenter une lettre de réception de la route plutôt achevée et non l'arrêt des travaux. C'est un arrêt qui découle d'une situation d'incompréhension. Incompréhension survenue dans l'interprétation des quantités exécutées par rapport aux prévisions. Il y a des documents qui étaient signés et qui stipulent bel et bien le linéaire de travaux à exécuter par ce groupement. Et ce document a été signé conjointement par l'entreprise, donc le groupement et l'administration. Ce document, pour le moment, n'est pas interprété de la même manière par le groupement et l'administration, ce qui fait traîner les travaux, mais l'interprétation qui est faite par le groupement conduit ce groupement vers la tendance d'arrêter les travaux parce que nous avons une lettre qui a été écrite le 10 avril 2024, laquelle correspondance nous a été transmise en date du 11. Nous l'avons reçue 11 avril, laquelle correspondance nous demande de suspendre les délais, mais aussi nous informe que l'entreprise va procéder à l'arrêt des travaux et rapatriement du matériel et du personnel en date du 20 avril 2024. Cette correspondance, comme ça a été transmise officiellement, nous sommes en train de préparer un projet de réponse. Cette correspondance nous appelle à procéder à l'arrêt des travaux, ce qui nous a beaucoup surpris et étonnés. Nous, on s'attendait à ce que les travaux contractuels qui sont prévus sur un linéaire bien connu soient exécutés et réceptionnés. On s'attendait à ce qu'on donne des lettres de demande de réception, mais pas de demande de suspension de délai. Alors, comme les travaux ont été financés et
une partie, la plus grande partie du montant du marché a été payée. Nous, on n'a pas intérêt à ce que les travaux s'arrêtent. Nous voulons les travaux achevés et réceptionnables. Quant aux travaux sur la route RN3, Transor-Mongué-Nyanzarake, le directeur général de la RB indique que des défis restent, notamment la montée des eaux du lac Tanganyika, causant l'éboulement des travaux, causant plutôt l'éboulement des terrains. Suivez-le encore une fois. Les travaux sur le tronçon Rumongue-Nyanzarake ont réellement repris depuis le mois de mars parce qu'il y avait un beau bout de temps où les travaux étaient aux arrêts et pour le moment les problèmes qui étaient là ont été résolus. Les travaux ont bien recommencé et ça évolue malgré les fortes pluies qui des fois ralentit le rythme d'évolution des travaux. Mais aussi, nous avons un problème avec le déplacement des réseaux. Les réseaux de la Régie des eaux et de la société BBS sont pour le moment dans l'emprise de la route. Et nous sommes dans les procédures de déplacement de ce réseau et je pense bientôt après la libération effective de l'emprise, les travaux vont effectivement bien avancer. Mais aussi nous avons un problème avec la remontée du niveau des eaux du lac, laquelle remontée aujourd'hui occasionne des éboulements de terrain, lesquels éboulements nous font perdre une partie de l'emprise de la route. Et pour récupérer cette partie qui est emportée par les eaux, il y a des procédés qui sont en cours d'étude, dont l'arrangement ou l'élargissement de la route du côté de la montagne. Ce sont des études qui sont en cours et bientôt, je pense qu'on va se décider sur la meilleure manière de procéder pour faire avancer les travaux. C'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.